Salut mes petits êtres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur cette chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis surtout active sur Instagram où je fais principalement des chroniques littéraires, des tags, des partages en tout genre. Il y a plein de choses et on est déjà une très belle communauté. Pour ceux qui veulent en découvrir un petit peu plus, vous avez le lien dans la description. Comme vous vous en doutez, cette chaîne YouTube aura pour thème à peu près la même chose, donc tout ce qui parle de livres. Mais au fur et à mesure, on pourra se diversifier et parler de mes nombreuses passions. Pour cette première vidéo, on va donc parler de mes coups de cœur 2021. Alors, il n'y en a pas énormément, il me semble qu'il y en a moins d'une dizaine, mais en même temps, c'est assez compliqué. Vraiment, pour moi, un coup de cœur, c'est un coup de cœur général sur l'ambiance, sur les personnages, leurs relations, l'écriture de l'auteur. C'est un tout. Et pour ça, c'est compliqué. Parce que j'ai lu beaucoup de livres qui étaient bien, qui étaient pas trop mal, qui étaient très bien, mais de là à arriver au coup de cœur, voilà, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à ça. Du coup, c'est parti pour mes coups de cœur 2021. Alors, on va commencer par une saga que j'ai découverte grâce à une série Netflix. C'est Les Chroniques de Bridgerton. Pour ceux qui ne connaissent pas les Chroniques de Bridgerton, de quoi ça parle? On est emporté dans la période de la Régence, ici en 1813, à Londres. On va suivre une famille, donc la famille des Bridgerton, où il y a la maman, le papa n'est plus là, et les 8 enfants. La particularité de cette famille, c'est que les 8 enfants ont été nommés par ordre alphabétique, donc de A à H. On a donc Anthony, Bénédicte, Colline, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Et au fur et à mesure des histoires, on va découvrir les amours de chaque enfant. Donc chaque tome correspond à un enfant avec son histoire amoureuse finalement. Alors pour ceux qui me connaissent par Instagram, vous connaissez mon amour et ma passion pour la culture, les robes, les objets de l'époque. Que ce soit époque édouardienne, victorienne, avant, après, j'aime tout. Et du coup, quand en premier j'avais vu la série et j'ai vu tous les beaux costumes, l'ambiance, la musique, ça m'a tout de suite donné envie. Je pouvais pas m'arrêter à la saison 1, il me fallait la suite. Donc tout de suite, je me suis procuré le tome 1. Et j'ai totalement adoré. Julia Quinn, elle arrive vraiment à nous mettre dans l'ambiance. Et ça me plaît beaucoup. De plus, les personnages sont ultra attachants, ils ont tous vraiment leur propre personnalité, leurs propres défauts, leurs qualités. Et au fur et à mesure, on se sent vraiment à l'intérieur de la famille Bridgerton. Parce que même si chaque tome parle d'un des enfants, en arrière-plan, on garde quand même la famille qui est toujours à peu près présente. Et du coup, ouais, on se sent comme un membre de la famille finalement, et j'ai beaucoup aimé ça. Chacune des romances est très très bien décrite. À chaque fois, on arrive très bien à comprendre les émotions de chaque personnage, les relations entre les différents couples sont toujours vraiment exceptionnelles. Il n'y en a pas un qui est mauvais, il n'y en a pas un qui est acheté, ils sont tous bien. D'ailleurs, j'ai pas encore trouvé un seul point négatif à cette saga. C'est impossible pour l'instant. Peut-être si j'avais une seule remarque, j'ai quand même préféré le tome 1 en série que en livre. Donc c'est le tome sur Daphné et Simon. J'ai vraiment trouvé la série était très puissante. La relation entre les deux personnages, entre les deux acteurs était vraiment très très forte. Et du coup, en lisant le livre, je l'ai trouvé un peu plus fade, disons. Là, c'est surtout la relation entre les deux, tout le reste était bien écrit, c'était super. Mais vraiment, l'alchimie entre les deux, je l'ai préférée dans la série. Donc, à voir pour la saison 2 ce qui va se passer. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne vont pas rater cette saison 2 parce que le tome 2 est mon préféré. Et c'est le tome donc sur le premier frère, le tout grand, Anthony. J'espère vraiment que ça va être incroyable. Pour clore ce chapitre sur la chronique des Bridgerton, j'aimerais vous montrer cette édition juste incroyable. Est-ce qu'on peut en parler? Comme elle est trop belle. Ils ont bien fait de la refaire parce qu'il y avait des éditions encore avant et avec la série ils en ont refait, donc qui n'étaient pas en relié, et je les ai trouvées mais vraiment moches quoi. D'ailleurs je peux vous montrer avec le tome 9 qu'ils ont sorti. C'est donc comme ceci. J'en ai parlé à plusieurs personnes et j'ai l'impression d'être la seule, mais je trouve ça d'une simplicité.
Je veux dire, on est sur une époque de la Régence avec des robes et une ambiance fabuleuse et on nous met un vieux manoir très moche et très géométrique avec des couleurs très flashy. Je trouve qu'on n'est vraiment pas dans le thème Bridgerton. Et du coup, quand ils ont sorti cette édition reliée, j'étais vraiment contente. Je me suis dit, bah enfin, c'était ça que je voulais en fait depuis le début. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. C'est fini pour ce premier coup de cœur. On passe à la suite. Pour ce deuxième coup de cœur, on va passer à la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah Gilmas, publiée chez les éditions La Martinière. Cette saga, ça a été mon plus gros coup de cœur, mais depuis très longtemps. Vraiment, en 2021, je les ai enchaînés. C'était vraiment incroyable. Juste une série incroyable. Si je devais vraiment mettre un tome en avant, ça serait le tome 2 qui m'a mise dans toutes mes émotions, dans tous mes états. J'étais vraiment comme une folle et vraiment avoir ce genre d'excitation en lisant un livre, j'adore. Être vraiment à fond et passionnée, bah ça arrive pas à toutes les lectures, donc j'étais vraiment très heureuse. Un palais d'épines et de roses, ça parle de quoi? Alors ici on va suivre Fer qui vit dans la précarité, disons, avec ses deux sœurs et son père. Un jour où elle allait à la chasse, car c'est elle qui nourrit toute sa famille, elle va tuer un fée. Dès lors, ça va être la merde pour elle. Disons les mots. Elle va être emmenée de force à Prythian, le royaume des immortels. Mais elle va pas vraiment être une prisonnière. Elle sera dans un beau palais, elle portera de belles robes, elle sera très bien traitée. Néanmoins, elle va voir au fur et à mesure qu'un mal ronge le royaume. Et elle n'est pas vraiment là par hasard. Voilà, j'ai pas envie d'en dire trop parce que je veux vraiment que vous découvriez cette saga par vous-même. Donc je vais pas vous spoiler quoi que ce soit. Mais bref, vous voyez que c'est vraiment de la fantaisie. On est sur de la fantaisie pure et dure avec des fées, des pouvoirs, de la magie, etc. Et moi, bon, c'est mon genre de prédilection, donc forcément, ça marche. J'accroche assez vite à ce genre de choses. Donc voilà. Et vu que c'est de la fantaisie, évidemment, l'univers est assez riche. On a pas mal de descriptions, on a un peu des généalogies, bref, il y a plein de choses, mais c'est ce qui fait la beauté de la fantaisie, selon moi quand même. Et mis à part le scénario et tout l'univers qui sont vraiment très bien, pour moi, l'énorme point positif de cette saga, c'est les personnages. Clairement et simplement, les personnages font un gros boulot dans la beauté de cette saga. Dès que j'ai commencé à découvrir le personnage de Fer, j'étais vraiment emballée. J'ai tout de suite accroché à elle, je me suis tout de suite sentie proche d'elle, disons. Parce que c'est une femme qui est forte, indépendante, sensible, drôle, humaine, qui est plein de choses finalement. Et vraiment, c'est une de mes héroïnes préférées maintenant. Et voilà, et puis après on découvrira d'autres personnages à partir du tome 2. Des personnages qui sont vraiment très 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 intéressants. C'est une saga à laquelle j'ai immédiatement accroché. Dès les premiers chapitres, j'étais déjà complètement à fond dedans. Mais on va pas se mentir, c'est le tome 2 qui m'a vraiment plongée et rendue fan de cette série. En particulier le chapitre 54-55, qui aura eu totalement raison de moi, pour ceux qui savent. Hein, vous savez. Et comme vous avez remarqué que j'adore parler des couvertures, je vais vous en montrer 3 différentes parce que je l'ai en 3 langues. Donc celle française de base, qui est très bien, mais qui n'est pas en relié. Ça m'énerve quand c'est pas en relié, hein, on remarquera. Vous avez après la version italienne, donc ça c'est le tome 2, qui est en relié pour cette fois. Les dessins sont assez différents. Mais moi j'aime beaucoup quand même le design. Et après, la version anglaise. Moi j'aime bien parler des couvertures, les différences qu'il y a surtout entre différents pays. Donc peut-être que je ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc, Un palais d'épines et de roses, lisez-le, vous n'avez pas le choix. Et on passe à la suite. On passe à mon 3e coup de cœur de l'année 2021, Point de fuite de Marie Culot et Nancy Gilbert, publié chez Electrogène. Alors, celui-ci, cette fois, c'est un one-shot, c'est pas une saga. Il m'a beaucoup marqué parce qu'il parle de quelque chose que moi, personnellement, j'ai déjà vécu. Et il est très fort. Pour l'histoire, on va suivre Mona, qui est une lycéenne plutôt classique, qui a tout pour être heureuse finalement, des amis, une famille aimante, un talent pour le dessin dont elle voudra faire son métier plus tard. Tout va bien, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme. Donc cet homme-là, il va devenir assez rapidement son petit ami, ils vont habiter ensemble, etc. Ça va être l'amour. Mais au fur et à mesure, ça va plus trop bien se passer. Mona va pas forcément s'en rendre compte, mais elle va être
piégé dans cette étreinte malsaine dans laquelle l'homme la couvre. Heureusement, il y aura quand même d'autres personnages qui seront là pour graviter autour d'elle et comprendre ce qu'il se passe. Pour moi, il parle clairement d'un pervers narcissique et de sa victime entre guillemets. En fait, on a tous les éléments de ce type de personne. C'est-à-dire qu'au début, il arrive, il fait plein de compliments, tu es belle, tu es talentueuse, tu sais faire ci, tu sais faire ça, tu es parfaite, pour mieux enfermer la personne et la faire sienne. Donc la fille pense que effectivement elle est parfaite, elle aime avoir des compliments, donc elle va rester avec cet homme-là et lui va en profiter pour la manipuler derrière. Et cette manipulation elle est vraiment tordue. Au fur et à mesure, il va l'isoler de sa famille, de ses amis. Au bout du compte, elle va se sentir mal et elle va se sentir un petit peu comme une merde, disons-le. Et c'est vraiment un cercle vicieux, c'est mauvais. Et dans ce livre, on va rencontrer ça. Et Mona, elle est tellement humaine, on s'attache plutôt à elle, même si parfois on comprend pas ses décisions, mais on les comprend pas parce qu'on n'a pas vécu ce genre de choses. Et je trouve que les autrices ont assez bien décrit tout ce processus. On est vraiment dans une triste réalité. Moi personnellement j'ai vraiment dévoré ce livre, il m'a assez troublée. Je le conseille vraiment pour tout le monde. C'est un livre qui est vraiment très touchant, émotionnellement parlant. C'est assez dur d'assister à la chute de Mona petit à petit. Heureusement qu'il y a quand même les autres personnages qui sont là pour voir ce qu'il se passe. Et c'est souvent le cas dans ce genre de situation. Les autres voient d'extérieur ce qui se passe, mais la personne qui est concernée n'en croit pas un mot. Parce qu'elle est amoureuse et on sait bien, l'amour rend aveugle malheureusement. Moi je peux que vous le conseiller, c'est vraiment un très beau roman. En plus d'avoir une magnifique couverture et des pages oranges quand même, c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, point de fuite, on enchaîne. C'est parti pour le 4e coup de cœur de l'année 2021. Il s'agit une fois encore d'une saga, on est reparti. C'est Phobos de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont. Alors, je tiens à préciser, parce que je pense que c'est très important de le dire, je suis absolument pas science-fiction. C'est quelque chose qui me parle pas du tout. Autant j'adore la fantaisie, le merveilleux, la magie, les univers totalement inventés. Mais la science-fiction, tout ce qui se peut passer dans l'espace, les extraterrestres, c'est pas du tout pour moi. J'aime pas du tout ça. J'ai essayé plusieurs fois, ça matche pas avec moi. Donc c'est quand même remarquable qu'un livre de science-fiction soit ici. Bon, c'est science-fiction jeunesse. Donc, bon. Alors pourquoi j'ai lu ce bouquin dans un premier temps? Parce que j'avais lu la saga Vampiria de Victor Dixon et j'avais beaucoup, mais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. Et je me suis dit, je vais tenter autre chose et j'ai vu que je pense que c'est sa saga la plus populaire. Et bon, le résumé me parlait pas tant que ça. Mais écoutez, finalement, j'ai bien fait de me lancer puisqu'il est dans cette liste. Alors, pour celui-ci, j'ai bien envie de vous lire le résumé derrière. 6 prétendantes, 6 prétendants. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec le grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. En fait, on va suivre une émission de télé. Et moi, c'était ça qui me dérangeait un peu. Parce que bon, moi, déjà, personnellement, je suis pas du tout télé, je regarde absolument pas d'émission, ça m'intéresse pas. Et quand j'avais vu dans le résumé, que c'était une émission télé, une émission de speed dating, je me suis dit, oula, comment on va arriver à mettre ça en livre? Victor Dixon, il y arrive, il n'y a pas de souci. Donc évidemment, ce qui m'a conquise en premier, c'est l'écriture de l'auteur, puisque de base c'était pour ça que je lisais. Et c'est toujours aussi bien, j'aime vraiment beaucoup cet auteur. Et après, donc malgré que quasiment 100% de l'histoire se passe dans l'espace, la grosse force de ce livre, c'est les différents points de vue. Donc là, bon, on a des points de vue par personnage, mais je dirais que c'est plutôt par lieu. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va avoir un point de vue donc dans l'espace via Léonore, la protagoniste. On va avoir le point de vue de l'émission, c'est-à-dire en tant que téléspectateur. Et on va avoir un point de vue sur Terre, avec notamment la directrice de cette émission de télé. Et ça, c'est très bien, parce que ça donne vraiment
de l'action, du peps à l'histoire parce qu'on passe d'un lieu à un autre, d'un personnage à un autre, d'un rebondissement à un autre et j'ai trouvé ça vraiment génial. L'autre force, ça va être les personnages. Donc moi j'ai beaucoup aimé Léonore, c'est aussi une personnage badass, bah oui on aime bien les héroïnes badass, qu'est-ce que vous voulez. Et ce qui m'a plu chez elle aussi, c'est qu'elle est assez détruite. C'est-à-dire qu'elle est loin d'être parfaite, elle est loin d'être bien dans tous les plans, dans tous les milieux, non. Elle a des problèmes, elle est parfois pas très nette, on se demande ce qu'elle pense, mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on sort d'un personnage d'habitude, on est vraiment sur une humaine quoi finalement. Et il y a aussi les relations entre les 12 prétendants, donc 6 garçons, 6 filles. Leurs relations sont, je trouve, très intéressantes et je peux pas vraiment en dire plus, mais tout est bien. Donc pour continuer sur les couvertures, hein, on y est encore, la couverture de base ressemble à ça. Et celle-ci, donc c'est l'édition tableau de bord, livre de bord, pardon, qui est cette fois en relief et qui est juste magnifique. Et vous avez même des dessins à l'intérieur des personnages. Et comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu plus une idée du truc. Et si je peux faire un tout petit aparté, j'ai eu la chance en fin d'année de pouvoir rencontrer Victor Dixen au Salon du Livre de Montreuil. Et il a pu me faire une petite dédicace, juste là. Et voilà, non mais j'étais super contente de pouvoir le rencontrer parce que j'ai beaucoup aimé ses livres, j'ai tout de suite accroché à sa plume et j'espère pouvoir le revoir dans un prochain salon du livre, j'espère, et peut-être en rencontrer certains d'entre vous. On passe à la suite. C'est parti pour l'avant-dernier coup de cœur. Il s'agit de la duologie Rulle de Hélène Goodlet, publiée chez les éditions Bayard. On va pas se mentir, je l'ai acheté, c'était pas tellement pour le résumé, c'était pour la couverture. Oh mais... Franchement, le design est incroyable. On a des magnifiques couleurs, on a une belle couronne au milieu. C'est en relief. Et voilà, franchement, est-ce que ça donne pas envie de le lire? Alors, Rule. Ici, on va suivre 3 personnages. On va suivre 3 filles, donc Sophie, Ren et Akela. Donc ces 3 filles, elles viennent de 3 milieux complètement différents, avec une vie très différente. Il y en a une qui est au château, il y en a une autre qui est assez... nomades disons, et elles ont toutes évidemment un caractère très différent les unes des autres. Un jour, elles vont toutes les 3 apprendre qu'elles sont héritières au trône. Donc elles vont devoir se rendre au palais et en fait elles vont devoir faire leur preuve finalement au roi qui est malade et donc c'est tout un petit peu des bâtardes et il n'a qu'elle comme héritière. Donc elles vont devoir vraiment montrer qu'elles méritent d'être héritières parce qu'il n'y en a qu'une seule qui pourra devenir reine à la fin. Sauf que c'est pas si simple parce que toutes les 3 elles ont un secret, un lourd secret qui pourrait tout gâcher. Un secret tellement important et tellement gros que si quelqu'un l'apprenait, elle pourrait pas du tout être reine. Et malheureusement, il y a une personne au palais qui est au courant de ces secrets et qui va vraiment en jouer et essayer de les manipuler. Donc voilà un peu le topo de l'histoire. Bon, moi déjà, j'aime beaucoup quand il y a des points de vue différents. Je trouve que ça nous met vraiment plus dans l'histoire. On est vraiment dans les pensées de chacun, on arrive mieux à analyser ce qui se passe. Et ici, on a du coup 3 points de vue des 3 personnages principaux. Et j'ai trouvé que c'était une idée mais très bien. On est vraiment dedans quoi. Et chacune a sa propre vie, chacune vit sa romance, on découvre au fur et à mesure les secrets, comment elles ressentent, leurs doutes. Et en plus les 3 filles qu'on va suivre, elles sont vraiment très attachantes. Les 3 ont vraiment quelque chose de particulier et je les ai toutes adorées. Il y en a une que j'ai préférée évidemment, mais les 3 sont vraiment géniales. Il n'y a pas une où je me suis dit purée, elle est chiante, elle m'ennuie, j'en ai marre, c'est une tête à claque. Non, c'est pas arrivé. Les 3 filles sont badass à leur propre manière et elles sont vraiment toutes attachantes. Donc ça c'est une grosse force. Le scénario est vraiment aussi génial, on essaye de comprendre ce qui se passe, qui est derrière toutes ces machinations. Et vraiment il m'a tenu en haleine durant les 2 tomes. J'ai pas trouvé que c'était trop long, trop court, j'ai pas ressenti de longueur, d'ennui, c'était vraiment... Ouais, c'est un coup de cœur finalement, hein. Tout est bien. D'ailleurs je vais vous montrer la couverture du tome 2 qui est tout aussi magnifique. C'est une duologie qui est vraiment sympa.
En plus, ça me fait le combo que j'adore. On a royauté, fantasy, parce que oui, il y a un petit peu de fantasy et un petit peu de romance aussi. Mais du coup, on a fantasy, romance, royauté. Pour moi, c'est tout. Bon, c'est tout ce que je veux partout. J'adore ça. Dès qu'il y a de la royauté, déjà, c'est parfait. Foncez. Et on passe au dernier coup de cœur qui est Serpent and Dove de Shelby Marine, publié chez les éditions de Saxus. Serpent and Dove, de quoi ça parle? Alors, on va suivre Louise, qui est une sorcière qui a renoncé à ses pouvoirs. Parce qu'elle est dans un monde où être sorcière, vaut mieux pas quoi. Donc le destin va mettre sur son passage Reid, qui est un chasseur assermenté par l'église. Et lui, vraiment, son objectif dans la vie, c'est de tuer toutes les sorcières. Et par le hasard des choses, ils vont se retrouver mariés. Donc une sorcière et un chasseur de sorcières. Et du coup, ça va créer des petits problèmes. Hein. Alors, ce que j'ai aimé en premier dans ce roman, c'est l'ambiance. L'autrice arrive vraiment à nous projeter dans une époque où l'Église a le droit à tout. On est vraiment sur quelque chose où la femme n'a rien à dire, elle n'a pas à penser quoi que ce soit, elle doit juste obéir. Je sais d'ailleurs que ça a dérangé pas mal de personnes, mais je pense que c'est vraiment l'époque. L'autrice a voulu nous mettre dans plusieurs siècles avant, et malheureusement, c'est un fait historique. À cette époque-là, la femme n'avait pas le droit à grand-chose. Et justement, c'est d'autant plus marquant puisque Louise est un personnage très, très fort. C'est vraiment une femme qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, qui n'hésite pas à faire ce qu'il y a à faire, qui est aussi très drôle, elle a pas sa langue dans sa poche comme on dit, et ça fait du bien parce qu'elle est vraiment un élément complexe à l'histoire. Et justement, au fur et à mesure, elle va réussir un petit peu à faire changer d'avis son mari du coup, sur comment traiter la femme. Et j'ai trouvé que ce point-là était assez intéressant. Je vais dire tout de suite, les scénarios de mariage arrangé, c'est pas tellement mon truc. C'est vraiment une relation à forcer, et moi j'aime pas trop ça. Je préfère quand ça vient un petit peu plus naturellement. Donc même si j'aime pas trop ce genre de scénario de mariage arrangé, au final ça m'a pas posé de problème plus que ça, parce que les personnages sont assez attachants. Bon, je dis ça, mais j'ai pas vraiment aimé Reid. Trop un homme de l'église, quoi, qui veut trop se faire obéir, qui veut trop forcer les choses. Et c'est vrai que nous, pour femmes du 21e siècle, c'est bizarre, c'est pas normal. Et je sais pas, lui, j'ai vraiment eu du mal. Heureusement, Louise était là pour changer un peu le truc, et j'ai aussi beaucoup aimé sa relation avec sa meilleure amie, qui apporte un petit peps dans l'histoire. Je dirais que ce livre n'est quand même pas parfait, même s'il est dans mes coups de cœur, mais il est très addictif. Ça c'est clair et net. Je l'ai lu très très vite, donc bref. Malgré quelques points un petit peu flous et confus, ce livre est vraiment bien, c'est une saga, je vais forcément lire la suite, et je vous le conseille quand même. Donc voilà, c'est fini pour mes coups de cœur de 2021, donc qui étaient au nombre de 6. Vous avez pu remarquer, je pense, c'est surtout de la romance, de la fantasy, mais en même temps, c'est mes genres de prédilection, donc c'est un petit peu normal. Mais j'essaye vraiment de me diversifier en ce moment, de changer un petit peu de lecture, parce que j'aime aussi beaucoup les livres historiques, aussi ce qui est psychologique. Donc j'essaye vraiment de me diversifier, de changer un petit peu. Donc j'espère que dans l'année 2022, il y aura un petit peu autre chose que de la fantasy, même si j'adore ça. Voici aussi quelques mentions honorables, parce que j'ai beau avoir eu des coups de cœur, il y a aussi plein de livres que j'ai adorés et qui frôlent le coup de cœur. Donc voilà, vous avez quand même des mentions honorables, il y en a pas mal, mais c'est cadeau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et de vous abonner, c'est très important. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Instagram dans la barre de description du coup. Et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!